Merci d'être venu. Donc ça doit être un peu compliqué, dernier talk de la journée, donc surtout après 6 heures d'université. Ce soir, nous allons parler de la ligne de commande. Donc il y a eu un talk de Grégoire tout à l'heure, au talk précédent, qui était redécouvrir les outils Linux. Il nous montrait comment utiliser Strass, Ptrace. Donc ce genre de choses concernant Bash, si vous voulez réassister à son talk, je vous invite. On va plus parler de configuration et d'outils, donc des commandes. En effet, l'avantage du terminal, c'est qu'il est accessible depuis n'importe où et de même depuis votre IDE, que ce soit VS Code, IntelliJ. Et je n'ai pas d'outil miracle, donc il faudra trouver chaussure à son pied. Je vous propose des outils et à vous de voir, à vous de les essayer pour trouver celui qui vous convient le mieux. Pourquoi les lignes de commande? Parce que c'est quelque chose qui est simple, plutôt rapide et via un petit document, vous pouvez rapidement communiquer, là par exemple, avec l'outil d'OVH pour faire du machine learning. Le programme de ce soir, c'est une petite introduction sur le terminal, le shell, de quoi on parle. Et après, on va prendre un use case très simple qui est d'un développeur, pouvoir tester, voir où sont les problèmes, faire des tests de perf et quelques astuces. Donc, comme je vous disais au début, il faut trouver chaussure à son pied, donc son outil de prédilection. Donc, il y a l'interpréteur de commande, il y a l'interface système, qu'on appelle très couramment le shell. Il y a aussi le framework et les plugins qui vont venir outiller votre shell. En interpréteur de commande, il y a le classique terminal sur GNOME, il y a console pour KDE, il y a Terminator qui est déjà beaucoup plus avancé, dont on peut voir une capture d'écran. Il y a iTerm 2 pour ceux qui utilisent Mac. Il y a Alacrity et Warp qui sont codés en Rust, que je vous invite à regarder. Donc, qui essaient de moderniser le terminal. Et pour ceux qui sont sur Windows, il y a le classique CMD que tout le monde connaît. Il y a CMDir qui vient apporter des onglets et des paramètres supplémentaires. Et enfin, Microsoft a pris en compte notre besoin de développeurs d'avoir un terminal digne de ce nom. Donc il y a Windows Terminal, dont on peut le voir ici. Au niveau du shell, il y a celui par défaut, le fameux bash. Il y a ZSH, il y a aussi Fish qui propose une correction syntaxique par rapport à vos commandes. Il y a Corn Shell. Là, il y a une vision de quand vous configurez la première fois, quand vous lancez la première fois ZSH pour apporter des commandes de base et commencer à paramétrer votre terminal, votre shell, excusez-moi. Donc Corn Shell et aussi TCSH. Ce sont des outils un peu moins, des shells un peu moins majoritaires. Donc voici un dernier sondage qu'il y a eu sur Open Source. Donc on voit que Bash reste réellement celui de base, mais il y a ZSH qui devient deuxième et Fish. Mais je vous invite à les regarder et surtout à bien regarder la syntaxe. Côté Windows, il y a le classique MS-DOS qui vient enfin d'être remplacé par PowerShell. Et si vous souhaitez continuer à utiliser vos commandes Linux sur Windows, il y a MiniGNU et WSL2. Donc voici une interface de PowerShell. Donc un petit lien, si vous souhaitez voir les différences entre les shells, je vous invite à regarder au niveau syntaxe. J'ai parlé comme quoi Bash était celui par défaut, ça dépend où. Mac a choisi dans les versions Catalina et plus récentes de mettre ZSH par défaut. Donc il faut savoir cette subtilité et éventuellement d'autres fabricants vont peut-être faire le même choix. Au niveau des frameworks, il y a OMyZSH et son équivalent sur Fish qui est OMyFish. Donc voici un peu comment un aperçu de votre terminal. Donc on peut voir sur quelle branche on est, savoir si on est en tant que root ou pas, et d'autres informations. Il y a Spaceship, c'est un développeur ukrainien qui l'a réalisé. Il y a son équivalent qui s'appelle Spacefish pour Fish, mais c'est déprécié, comme vous pouvez le voir. Et donc il y a Starship qui a pour vocation d'être un cross-shell, donc que ce soit ZSH, Fish
ou un autre, il est là, et ça a été programmé en Rust. Donc voici une des interfaces qu'il a. Donc on parlait, quand vous êtes root, c'est d'une autre couleur, on sait sur quelle branche nous sommes. Il y a aussi l'outil, si vous êtes sur un projet en Rust ou en Go, il va vous donner la version de votre outil, et le temps d'exécution d'une commande, là par exemple, il est resté en tant que root 4 secondes. Après, si vous voulez vraiment tout faire en ligne au niveau du clavier, il y a un outil de fenêtre qui sont i3WM. Moi, sur mon Mac, c'est Rectangle que j'utilise, mais il y a d'autres outils donc, pour Mac et son équivalent. Donc là, il y a les commandes Rectangle pour pouvoir rapidement bouger ces fenêtres. Et les commandes sur Windows, les Windows Manager sur Windows pour faire en clavier, qui sont donc Win3WM, BugN. Et après, au niveau des onglets, il y a Screen qui est bien connu, il y a Tmux et une réécriture qui a été faite en Rust, Zenly. Donc voici une interface de Zenly. Après, vous pouvez également vous déplacer dans votre commande un mot avant ou au début de votre commande et également supprimer facilement. Donc ça, c'est des raccourcis à connaître ou à mettre à côté de son ordi pour l'habitude. Donc prenons notre use case, allons, programmons. Donc tout d'abord, il faut faire son petit projet, donc un petit mkdir, et donc on doit choisir son dossier, souvent à coup de cd ls. En Rust, il y a exa pour faire du ls, il y a lsd qui propose des couleurs, il y a colorls comme le nom l'indique, et donc vous avez une visualisation par rapport à est-ce que c'est un dossier, est-ce que c'est un fichier, éventuellement des icônes si c'est du markdown, ce genre de choses. Et quand vous devez vous promener dans votre disque dur, vous devez faire des CD. Moi j'utilise Zoxid, mais il y a aussi AutoJump. Et ce qui se passe, c'est que c'est un CD intelligent. Il va enregistrer dans quel endroit vous y allez et ça va vous permettre de faire des petits raccourcis. Un exemple très simple, j'ai téléchargé un projet qui s'appelle 2022 et moi pour voir les programmes de l'élection présidentielle. Il suffit de faire un Z 2022 et c'est rappelé que j'avais à tel endroit dans mon disque dur ce projet-là. La même chose pour mon site. Voulant déposer les slides sur mon site, j'ai fait juste Z mon site et automatiquement il me met dans le chemin. Après, il y a le classique rituel. Est-ce que vous êtes plus Vim ou Emacs? Je ne vais pas poser la question. Rust, lui, il propose une liste prometteuse de différents éditeurs, toujours en ligne de commande, donc Ox, Xi, Kiro, et il y a Lapace, qui donne une interface un peu à la VS Code. Donc on va voir si dans les prochains mois ou prochaines années, il va être un peu plus courant. Je ne sais pas si vous connaissez tous BAT, qui est très pratique, qui apporte la coloration syntaxique de votre fichier quand vous faites un cat. Il y a la même chose pour diff, qui s'appelle Delta ou Difftastic. Donc voici un exemple. Avant, c'est le git diff classique. Et je dis à Git, j'utilise un autre outil. Là, c'est git diff-t. Et vous avez une vision un peu à la GitHub ou à la Bitbucket. Donc, les fichiers de chaque côté pour pouvoir les différences. Ce qui est plutôt agréable. Maintenant que vous avez codé votre application, vous devez le builder. Et des fois, vous posez la question, mais comment je lance Make, comment je lance Maven? Et il y a TLDR qui est très pratique parce que ça vous donne vraiment des use cases et des exemples très simples en une phrase avec la commande. Bien pratique, là par exemple, vous devez débugger, vous devez faire un strass. Au lieu de vous éplucher le man, vous faites un TLDR de strass et il vous donne des exemples. Donc c'est un peu un man on stéroïde. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus dynamique, il y a Navi qui est dans la même philosophie, mais en interactif. Donc ce qu'il propose, c'est de vous proposer plusieurs cheat sheets
un peu comme ce document-là, mais de manière interactive. Et donc là, dans le premier exemple, il va vouloir aller sur un container, bah, vous écrivez shell container, vous choisissez quel container Docker vous souhaitez ouvrir, et il va vous exécuter la commande. Dans l'exemple suivant, il va faire donc il va vouloir sélectionner des fichiers pour Git et changer de branche. Et donc vous faites ça de manière interactive avec des coups de tab. Et c'est assez pratique parce qu'il va automatiquement pour vous générer la commande précise. Là, il veut changer de branche, il va aller sur Master, vous la sélectionnez et il vous met la commande. Donc ça, plutôt pour ceux qui ont une petite mémoire, c'est très agréable, quoi. L'autre exemple qu'il va présenter, c'est par rapport au niveau des IP. Et vous ne savez pas quelle est l'IP privée de votre ordi. Vous êtes sur un réseau, vous voulez la savoir. Là, vous avez la liste des outils qu'il vous propose. Et donc, si vous mettez private, il vous dit que c'est par rapport au réseau et il vous sort votre IP. Et le dernier exemple que je vais vous présenter, c'est concernant un LS. Et vous allez vouloir commencer à sélectionner, vous supprimez la première ligne, vous ne voulez que la dernière colonne, mais vous ne savez plus quel awk faire, et mettre un préfixe, automatiquement, il va vous faire votre sed. Voilà, pour un petit outil pratique. Bon, comme d'habitude, on code, mais il faut des fois débugger. Au niveau réseau, quand on travaille avec des containers ou avec une solution cloud, on peut se poser la question, est-ce que mon service est bien exposé? Est-ce qu'il n'y a pas de souci? DSTP va vous faire, va faire des petits checks basiques. Est-ce que votre service ping? Est-ce que le certificat est encore valide? Et donc, vous allez pouvoir rapidement savoir où est le problème. Plutôt pratique. L'autre exemple, c'est avec vous avez l'habitude de faire des curls sur votre application. Mais là, il faut savoir quelle est l'option pour donner, pour transmettre que je veux un JSON ou ce genre de choses. Il y a HTTP qui est codé en Python qui va venir vraiment faire le curl prévu pour les API. Et donc, ça donne aussi une coloration, c'est bien pratique. Si vous faites du gRPC, il y a la même philosophie qui s'appelle gRPC curl. Donc il va scanner votre dossier, il va prendre vos fichiers protobuf, il va ainsi faire l'appel à votre service gRPC. Après, il y a le très connu AB, le Apache Benchmark. Il y a Philippe Charrière et Laurent ce matin en université Wasm qui ont utilisé Hey, qui est un petit outil très simple en Golang et qui donne une visu par rapport à ma requête. J'ai demandé 50 requêtes en concurrence sur un taux de 100 maximum sur Google. Vous pouvez même passer, si vous avez une authentification, un user et un password. Bon, là, Google, c'est pas le cas, mais c'est vraiment pour illustrer. Et il exécute et il va vous donner des métriques pour ce service HTTP. C'est bien beau, David, tu présentes des outils depuis tout à l'heure. Simplement, qui te dit que ce que tu présentes en Rust est plus rapide que ce que j'ai sur mon bash? Il y a Hyperfind. Par exemple, FD est une réécriture en Rust de find. Et là, on peut comparer le FD avec le find classique de votre shell. Donc, il met un peu de temps. Mais il va vous donner un résultat comme quoi la commande FD est 3 fois plus rapide dans ce cas-là que la commande find classique. Donc si vous voulez avoir des retours du benchmark par rapport à votre ligne de commande, c'est pratique. Mais bon, ces outils ne sont pas miraculeux, des fois il faut explorer les logs. Il y a LNav qui est un outil bien pratique parce que vous allez donner plusieurs fichiers de logs et il va faire comme Docker Swarm, la log de Docker Swarm, il va les mettre de manière chronologique. Et donc il va vous prendre votre serveur.out, votre serveur.r et d'autres fichiers de log et il va les mettre dans l'ordre du plus haut au plus bas au niveau temporel.
Il y a Multitail qui faisait à peu près la même chose. Néanmoins, c'est un service qui est déprécié, donc je l'ai mis en deuxième. Et si vous avez vraiment un serveur web, il y a un outil en C qui s'appelle Go Access, et non pas en Go, qui va donner des métriques, qui va faire un peu un hashtop de votre serveur web. Après tout ça, vous devez éventuellement visualiser de la donnée, peut-être que votre service a généré. Vous n'avez pas besoin de lancer un Jupyter ou je ne sais quel client lourd pour faire de la visualisation de data. Le terminal peut également le faire. Là, on le voit avec un CSV. Vous avez différentes vues, soit de manière en table, mais il a même un outil pour faire au niveau géographique et donc afficher un pays avec des petits. Donc le terminal n'est pas mort. Après, des fois, ça arrive, vous faites des erreurs. Donc il y a un petit outil en Python qui s'appelle TheFuck qui va venir vous suggérer une correction à votre dernière commande. Donc peut-être not safe to work comme outil, mais au niveau prononciation, mais sinon il est bien pratique. ZSH vous propose à peu près la même chose dans la configuration par défaut. Donc là par exemple je m'étais trompé pour la démo de donc TLDR et donc ZSH me dit vous êtes trompé dans votre commande, est-ce que c'était plutôt celle-ci que vous souhaitez réaliser? Parfois avec le remote, maintenant avec le Covid on commence à être très habitué, ou en voyage pour venir à Paris par exemple pour le Devox, vous devez vous connecter sur votre serveur distant. Et tout le monde donc a son serveur SSH, il y a MOSH, MOSH, qui est une surcouche, un wrapper de SSH, mais qui va venir gérer quand vous êtes sur une connexion intermittente et quand vous avez des problèmes de connexion, des changements de réseau, il va venir faire cette passerelle. Donc là, on peut le voir, alors si le pointeur fonctionne, comme quoi on n'a pas dû la connexion avec votre serveur SSH depuis 10 secondes, et pourtant je suis en train de continuer à taper, donc il souligne comme quoi c'est pas encore envoyé au serveur, mais dès que la connexion va être établie, dès que j'aurai à nouveau du réseau, il va envoyer ces deux mots-là qui sont bufferisés et ce qui est en dessous de souligné va disparaître et ça va redevenir en jaune. Donc c'est bien pratique quand vous êtes en déplacement. Ce genre de commandes, moi je les ai mis en alias. Donc ils ont plus ou moins une rétrocompatibilité avec des commandes de base de Linux. Mais donc il y a mon cat qui est au final qu'un bat. Il y a CD qui est mon Z, mon Zoxide. Et donc vous pouvez ainsi personnaliser votre ligne de commande avec des petits alias. Je vous parlais à l'instant de rétrocompatibilité. Ça dépend. En effet, par exemple, Exa, que j'utilise pour mon LS, il ne prend pas la commande T. Moi qui ai l'habitude de faire un LS LART, bah, je ne peux pas le faire. Néanmoins, si vous avez un script, le fait que vous lancez votre script, il va relancer un shell sans votre configuration, sans mes alias. Et donc, je vais pouvoir quand même exécuter cette commande en ignorant ma personnalisation. Donc, c'est quelque chose que je veux vous transmettre au niveau astuce. Il est toujours agréable d'avoir un bash vierge, ou du moins un ZSH vierge, sous la main. Parce que quand vous voulez tester un script avant de mettre sur votre CI/CD ou sur votre infra, il est agréable de le tester sur une configuration tout à fait basique. De préférence avec un bash plutôt récent. Donc par exemple la version 4.2 elle a déjà de l'âge, elle a déjà quasiment plus de 10 ans, donc, et apporte beaucoup de syntaxe, de sucre. Si vous faites du scripting en bash, il y a AMMlib qui vous propose des fonctions haut niveau par rapport à bash, dont une que j'ai bien appréciée, c'est la réécriture de mon PS4, donc pour pouvoir afficher la source, la ligne où mon script a bugué et dans quelle fonction j'étais. Parce que par défaut, quand vous mettez un S-X, c'est très verbeux, mais vous n'avez pas cette information à quel endroit dans le script vous devez retrouver. Ah, mais j'étais à telle commande, donc il faut que je fasse un grep dans mon fichier pour savoir où j'étais, pour faire la correction. PS4 permet de faire ce genre de retour, un peu à la trace qu'on a sur Java, quoi.
Si vous êtes bon aussi, il ne faut pas hésiter à assembler vos commandes. Là, par exemple, un curl pour récupérer de la donnée sur Internet, JQ qui permet de query du JSON. Il y a la même chose pour du YAML qui s'appelle YQ. Et donc là, j'ai le nombre trié. Donc c'était par rapport au parrainage des candidats. Et j'ai pas lancé un Scala ou un Go pour faire cette requête. La même chose quand vous êtes sur un serveur de prod, par exemple, si vous avez un problème d'espace, vous n'avez pas forcément votre DU préféré, je ne sais pas, NCU, NCDU ou d'autres. Donc, vous pouvez toujours penser à composer vos commandes. Là, cette commande grande vous donne, avec un DU classique, quel est le dossier le plus gros à l'endroit où vous êtes. Et donc pouvoir savoir quel est le fichier à trier, soit le mettre sur un espace de stockage, un bucket, ou éventuellement, s'il n'est pas nécessaire, le supprimer. Vos parents, souvent, vous racontent qu'il ne faut pas parler aux inconnus. Et pourtant, dans beaucoup de documentation, on voit souvent un curl, pipe, bash. Pire encore, si on vous demande de faire sudo. Quand vous devez installer ce genre de commande, s'il vous plaît, regardez le script qui va être tourné. Donc faites d'abord un curl et ouvrez ce fichier-là, parce qu'il peut être soit malveillant, soit malicieux, soit mal codé. Et donc vous n'allez pas comprendre la sortie de votre exécution. Tout ça, c'est pratique de faire sa petite configuration, sa petite sauce maison. Néanmoins, vous dites, quand j'ai un nouveau PC que mon entreprise vient de me donner ou un PC perso, comment récupérer cette configuration aux petits oignons. Donc, soit vous faites à la main un script qui fait un git et qui sauvegarde vos .sh, vos .files, excusez-moi. Mais il y a VCSH qui a la même syntaxe qu'un git et qui est exactement fait pour cette vocation-là, de sauvegarder vos .files, de les mettre sur un remote, donc soit un GitHub, soit un Bitbucket, tout ce que vous voulez, et de pouvoir gérer ainsi à la volée vos fichiers de configuration. Et pour ceux qui sont sur Mac, surtout moi actuellement quand je suis en train de faire ma présentation, des fois vous avez des icônes sur votre bureau. Juste avant de présenter, j'ai fait cette commande sur mon terminal pour effacer les icônes. Et tout à l'heure, je remettrai la commande ici à true et les icônes vont être à nouveau apparentes. La même chose, normalement mon ordinateur au bout de 2 minutes se verrouille. Donc tout à l'heure quand on faisait la petite vidéo avec Navi, il aurait plu que mon ordinateur se verrouille et me propose à nouveau de mettre mon mot de passe. Il y a CafeNate qui est une commande de base dans macOS, alors peut-être sur Unix à tester, mais qui permettent de donner du café à votre Mac et à maintenir votre session ouverte. Attention à ne faire ça uniquement quand vous avez votre ordinateur sous la main, parce que ça supprime les mécanismes de protection. Et donc moi je le fais ça à la maison quand je suis en remote, mais je ne peux pas le faire ça quand je suis à l'open space. Parce que sinon pendant 9 heures, mon ordinateur il ne va pas se verrouiller. En conclusion, donc tout ça vient de... C'est la première fois que je suis à Devoxx, donc je suis content également d'être choisi comme speaker. Mais ça venait d'une petite liste et en discutant avec mes amis, mes collègues de boulot, ils me disent « Mais comment tu fais ça? C'est de la magie noire ?» Non, c'est juste un petit outil que j'ai vu sur Internet ou sur Twitter. Et finalement, ma liste, elle a commencé à grandir entre toute la communauté de Rust qui essaie de réécrire les outils anciens en C et de les porter sur Rust avec des gains de performance, des gains aussi au niveau de la mémoire parce que la sécurité est très bien gérée sur Rust. Il y a des outils en Python, en Go, bref, par langage. Et donc je me suis dit, autant vous le partager, limite dans un blog post. Donc pour aller plus loin, tous ces outils que je viens de vous présenter, vous pouvez installer avec votre package manager préféré, donc Brew sur macOS et Linux. Si vous êtes sur Windows, autant le faire avec Choco, Chocolatte, ou apt, yum, DNF. Si vous faites du scripting, n'oubliez pas Shell Check,
qui est très pratique, qui va vous dire, bah, attention, là, si vous n'avez pas mis vos parenthèses, si vous avez oublié d'escaper, là, il y aura un problème si votre variable va être séparée. Donc, bien intéressant. Si vous souhaitez encore approfondir ce sujet, il y a eu un talk il y a j'allais dire l'année dernière, mais il y a quelques mois. Donc, le couteau suisse du développeur par Laurent. Il y a Cocadmin, donc un Québécois qui nous fait de très bons petites vidéos rapides, rigolotes, soit pour miner des bitcoins sur Tesla, mais aussi sur Temux. Il donne aussi des astuces pour la ligne de commande. J'apprécie beaucoup Julia Evans qui fait des petits fascicules qui expliquent les commandes de Linux. Très pratique, spécialisé dans du network, dans des commandes basiques et très visuel. Il y a Aurélie Vache qui fait la même chose pour Kubernetes et Docker, donc, que je vous recommande. Et avant que je fasse toutes mes alias, il y avait un blog post à ce sujet, donc des outils réécrits en Rust. Voici un exemple d'un zine de Julia. Donc, par exemple, elle explique la commande find. Et donc, elle en a fait une douzaine à ce niveau-là. Je vous invite à regarder. J'étais bien content et je me suis dit, bah, pourquoi pas ce talk-là, à la fin de Devoxx, en faire un blog post. Mais je me suis fait malheureusement devancer. Bon, c'est en anglais, mais Julia vient de pousser il y a une semaine sur son blog le même sujet que je viens de vous présenter ce soir. Donc voilà. Mais je vais peut-être je vais la contacter et faire une traduction en français. Donc je suis David, diplômé de l'INSA de Lyon en 2015. J'ai fait 2 ans Amadeus dans l'équipe Datalec pour une mission pour Altran. Et maintenant, ça va faire 3 ans que je suis chez OVH Cloud, toujours dans la partie Datalec. Donc on s'occupe de ce petit carré. Donc on récupère la donnée, on s'occupe de la réplication et on va fournir aux équipes internes des outils pour faire du machine learning, pour faire de l'analyse et pour faire de la détection de fraude. Donc si vous voulez nous rejoindre, il y a des postes d'ouverts. En plus, les QR codes, c'est la mode avec le Covid. Et voici mon dernier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce talk, que ça soit sur l'application Devoxx ou sur ce lien-là. Et sur ce lien-là, il y a le lien pour récupérer les slides. Voilà. Y a-t-il des questions? Je peux répondre. Après, c'est pas un interrogatoire sur, sur toutes les commandes que j'ai présentées, mais si vous avez des questions, des outils à partager, je vous invite, tel un meet-up, à échanger ou limite à mettre dans les commentaires votre outil favori. Comme ça, on partage à la communauté francophone. Et si vous souhaitez connaître des petites histoires, des anecdotes d'incidents, je donne un talk vendredi à 13h30 qui s'appelle Père Castor.